En juin 2014, le CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, a publié une étude qui a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur la nutrition. Ils ont analysé 47 des aliments les plus consommés de la planète et mesuré chaque nutriment avec une précision scientifique. Les résultats furent dévastateurs. Le chou kale a obtenu 49 points. Les épinards, 86. Les myrtilles, à peine 11. Mais au sommet absolu, avec un score parfait de 100 sur 100, est apparu un aliment que 90% des gens n'ont jamais goûté. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi l'aliment le plus nutritif de la planète a disparu de nos tables et comment une erreur du XXe siècle nous a volé le meilleur remède que la nature nous offrait. Êtes-vous prêt à ouvrir ce coffre-fort oublié? Partie 1. Le fantôme dans le rayon des légumes. Une équipe de scientifiques du gouvernement américain s'est confrontée à une question apparemment simple mais brutalement insaisissable. Ils voulaient savoir quel était l'aliment le plus sain qui existe sur la surface de la Terre. Ils ne cherchaient pas les opinions de nutritionnistes célèbres ni les tendances d'Instagram. Ils cherchèrent des données brutes, irréfutables, mesurables. Ils ont pris 47 des super-aliments les plus populaires, fruits et légumes qu'on nous dit de manger tous les jours, et ont mesuré avec exactitude scientifique combien de potassium, fibres, protéines, calcium, fer, thiamine, riboflavine, niacine, folate, zinc et toutes les vitamines de l'alphabet contenaient chacun pour 100 calories consommées. Ce qu'ils ont découvert a détruit des décennies de marketing nutritionnel. Le chou kale, ce légume présent dans tous les smoothies verts des cafés modernes, ce symbole vivant de l'alimentation saine, a obtenu 49 points sur 100. Les épinards, légendaires pour faire pousser les muscles depuis les dessins animés, ont fait beaucoup mieux avec 86 points. Les myrtilles, proclamées reines des antioxydants, ont à peine atteint 11 points. Mais il y a un détail que presque personne ne connaît. Au sommet absolu de cette liste, complètement seul, avec un score mathématiquement parfait de 100 sur 100, est apparu un légume que la majorité des Américains modernes n'ont jamais goûté. Ce n'était pas une baie exotique d'Amazonie. Ce n'était pas une racine ancestrale des Andes. C'était une humble feuille verte au goût piquant qui pousse dans les ruisseaux peu profonds de l'hémisphère nord. Mais voici ce qui est vraiment perturbant. Si vous entrez aujourd'hui dans n'importe quel supermarché typique, vous verrez des montagnes de chou kale, vous verrez des pyramides de pommes brillantes. Mais ce roi absolu de la nutrition, ce champion incontesté soutenu par la science la plus rigoureuse que le gouvernement des États-Unis ait jamais menée, est invisible. Il n'est tout simplement pas là. La question que personne ne pose est évidente et terrifiante. Pourquoi l'aliment le plus nutritif de la planète a-t-il disparu de nos vies? Et pire encore, qu'est-ce qui l'a remplacé? La réponse n'est pas une conspiration de l'industrie pharmaceutique ni un complot des grandes corporations. La vérité est beaucoup plus intéressante et tragique. C'est une histoire sur comment nous avons construit un monde moderne qui a priorisé une métrique spécifique au-dessus de toutes les autres, et comment cette métrique a accidentellement effacé le meilleur aliment que nous avions. Ce que presque personne ne sait, c'est que ce légume a une histoire secrète. Si vous aimez ces secrets de la nature, likez la vidéo et abonnez-vous à Nature Cachée. Ce légume parfait, c'est le cresson de Fontaine. Et sa disparition raconte l'histoire la plus importante sur notre alimentation moderne. Maintenant, vous vous demandez, s'il est si bon, pourquoi n'en entendons-nous jamais parler? La réponse est enfouie dans les rues brumeuses du Londres victorien, où ce légume a sauvé des milliers de vies. Mais cela vient après. Partie 2, le pain des pauvres. Pour comprendre ce que nous avons perdu, vous devez voyager à une époque où cette plante n'était pas un fantôme. Vous devez retourner dans les rues remplies de brouillard et de charbon du Londres victorien au milieu du 19e siècle. Londres était le cœur battant de la révolution industrielle, mais c'était un endroit brutal pour être pauvre. La classe ouvrière survivait avec du pain dur, du thé sucré et de la graisse bon marché. La malnutrition était endémique comme une peste silencieuse. Le scorbut, causé par la carence en vitamine C, était une menace constante dans les quartiers misérables où le soleil pénétrait à peine entre les bâtiments serrés. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les Victoriens avaient une arme secrète contre la mort lente par malnutrition. Ils l'appelaient le pain du pauvre. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève sur la Tamise, des centaines de vendeurs de rue se dispersaient dans toute la ville. C'étaient souvent des enfants, certains à peine âgés de 5 ou 6 ans, pieds nus dans le froid glacial de l'aube, portant des paniers en osier empilés de bouquets frais de cressons verts. Le cri de « cresson frais, cresson de fontaine frais » était la bande-son du matin londonien. Cet écho rebondissait contre les murs de briques des usines et des immeubles d'habitation où vivaient entassées les familles ouvrières. Mais il y a un détail qui transforme cela en bien plus qu'une anecdote historique. Pour un seul penny, un ouvrier d'usine pouvait acheter une grosse botte, et dans cette unique botte, il recevait plus de fer qu'une portion d'épinards, plus de calcium qu'un verre de lait, et plus de vitamine C qu'une orange entière.
C'était un miracle nutritionnel emballé dans des feuilles vertes piquantes. Les Victoriens n'étaient pas stupides. Ils valorisaient tellement le cresson de fontaine qu'ils ont construit une infrastructure spécifique uniquement pour maintenir la ville alimentée avec ce légume. Dans le Hampshire, à 80 km de distance, de vastes réseaux de lits de gravier ont été excavés dans les ruisseaux de craie. Ce n'étaient pas des marais sales, ni des mares stagnantes. C'étaient des fermes aquatiques sophistiquées avec de l'eau cristalline. Ce que presque personne ne sait, c'est que l'eau devait être en mouvement constant, jaillissant de nappes phréatiques profondes, riches en minéraux, s'écoulant à travers les lits pour maintenir les plantes croquantes et douces. Ce n'était pas de l'agriculture ordinaire, c'était de l'ingénierie hydraulique de précision. Et puis quelque chose s'est produit qui semble impossible à notre époque moderne. Ils ont construit une ligne de chemin de fer complète, le Midlands Railway, spécifiquement pour transporter ce légume périssable depuis les ruisseaux jusqu'à la ville. Elle était connue localement comme la ligne du cresson. Imaginez cela un instant. Une société qui valorisait tellement un légume qu'elle a construit un chemin de fer complet uniquement pour le déplacer des fermes aux bouches affamées. Le système était brutalement efficace. La récolte était coupée à 4 heures du matin, chargée dans le train à vapeur à 6 heures et vendue dans les rues de Londres à 8 heures. Du ruisseau froid au sandwich de l'ouvrier en seulement 4 heures. C'était le système original de la ferme à la table et il fonctionnait comme une horloge suisse. Mais il y a un détail qui change toute cette histoire. Ce monde parfait était sur le point de s'effondrer, et ce qui est venu après n'était pas meilleur. C'était plus pratique, mais vide. Dans la prochaine partie, vous découvrirez comment une seule invention a détruit des siècles de sagesse nutritionnelle. Partie 3. La grande substitution. Alors que le XXe siècle pointait à l'horizon, les populations urbaines ont explosé comme jamais auparavant dans l'histoire humaine. Les villes se sont étendues vers l'extérieur, s'éloignant des lignes de train qui les avaient nourries. Les systèmes alimentaires locaux qui avaient soutenu l'humanité pendant des milliers d'années ont commencé à se briser sous la pression. Nous avions besoin d'une nouvelle façon de nourrir des millions de personnes vivant à des centaines, parfois des milliers de kilomètres de la ferme la plus proche. Nous avions besoin d'une solution d'ingénierie industrielle. Et puis, en 1894, la compagnie Burpee Seed nous a donné exactement cela. Ils ont lancé une nouvelle variété de laitue dérivée de la Batavia française. Elle était dense, pâle, et formait une boule serrée et dure de feuilles qui ressemblait plus à un chou qu'à une laitue. Mais ils ont remarqué quelque chose d'absolument révolutionnaire. Vous pouviez la jeter dans une caisse, la couvrir de glace pilée et l'envoyer dans un wagon de train de Californie à New York. Et quand elle arrivait une semaine plus tard, elle avait exactement la même apparence que le jour où elle avait été récoltée. Parce qu'elle était envoyée sous des montagnes de glace pilée, ils l'ont appelée iceberg, laitue iceberg, le nom parfait pour un produit parfait du système industriel naissant. La laitue iceberg était une merveille technologique déguisée en légume. C'était le premier légume qui agissait comme un produit manufacturé. Elle ne se fanait pas, elle ne s'abîmait pas, elle s'empilait parfaitement dans des caisses. Elle était uniforme, prévisible et durable comme une pièce de machinerie. Mais il y a un détail brutal dans les statistiques. En 1919, les Américains consommaient à peine 1,8 kg de laitue par personne et par an. Au milieu des années 1950, cette consommation avait grimpé à 6,3 kg par habitant. La laitue iceberg était devenue le légume le plus consommé des États-Unis. Et puis sont arrivées les véritables innovations qui ont scellé le destin du cresson. Whirlpool a développé le refroidissement sous vide dans les années 1950, éliminant la chaleur du champ immédiatement après la récolte. L'emballage sous atmosphère modifiée a suivi. Dans les années 1960, la laitue iceberg pouvait rester fraîche jusqu'à 28 jours. 28 jours, un mois entier. Pensez-y un instant. Vous pouviez cueillir une tête de laitue dans la vallée de Salinas en Californie, la mettre dans un train, la stocker dans un entrepôt, la transporter en camion vers un supermarché et la laisser reposer dans le réfrigérateur d'un client pendant des semaines avant qu'il ne la mange. Et elle avait toujours l'air fraîche. C'était le saint graal du système alimentaire industriel émergent. Les supermarchés adoraient la laitue iceberg. C'était faible risque, forte rentabilité, l'inventaire parfait qui ne vous laissait jamais tomber avec des pertes. Mais le cresson de fontaine était le cauchemar logistique parfait. Le cresson est composé à 93% d'eau. Ses tiges sont creuses. C'est une plante aquatique qui dépend de la pression de l'eau pour rester droite et ferme. Au moment où vous la coupez du ruisseau, elle commence à mourir. Elle commence à se faner en quelques heures. Même avec la meilleure réfrigération disponible, elle a une durée de vie d'environ 2 à 3 jours, peut-être 5 si vous avez de la chance. Ce n'est pas une petite différence. C'est une différence de 10 fois en durée de vie pour un système de distribution alimentaire construit autour d'entrepôts centralisés et de longues routes de camions. Cette différence fut décisive et mortelle. Les supermarchés avaient besoin de produits qui pouvaient rester sur les étagères sans se faner.
Ils avaient besoin d'une apparence uniforme, d'un approvisionnement prévisible, d'une marge d'erreur large. Le cresson échouait à chaque test du système moderne. Et puis le coup fatal est arrivé. Quand le chemin de fer du Cresson a fermé en 1963, le Cresson ne pouvait plus faire le voyage du Hampshire à Londres. Le transport routier prenait plus de temps. Les camions réfrigérés aidaient, mais le Cresson arrivait quand même flétri sur les bords, triste et ridé. Pendant ce temps, la laitue Iceberg prospérait. Elle s'expédiait de Californie à New York sans se plaindre. Elle s'empilait parfaitement. Elle avait l'air fraîche pendant des semaines. Alors le système a pris une décision. Il n'a pas choisi en fonction du goût. Il n'a pas choisi en fonction de la santé ni de la nutrition. Il a choisi en fonction de la logistique, des chiffres froids, d'un bilan comptable. Nous avons remplacé le légume qui a obtenu 100 sur 100 par un légume qui a obtenu 7. C'est le score réel que la laitue Iceberg a reçu dans l'étude du Centre pour le contrôle des maladies. 7, pas 70, 7. La laitue Iceberg est composée à 96% d'eau. Les feuilles pâles de l'intérieur, la partie que la plupart d'entre nous mangent réellement, ont été protégées du soleil, ce qui signifie qu'elles ne contiennent presque pas de chlorophylle, peu de vitamines et très peu d'antioxydants. C'est essentiellement de l'eau croquante en forme de légumes. Mais elle était pratique, et au XXe siècle, la commodité était le roi absolu. Dans les années 1980, 90% des cultivateurs de cressons de Grande-Bretagne avaient abandonné l'activité. Les 400 hectares qui ont nourri l'Angleterre victorienne ont été réduits à seulement 60 hectares. Aux États-Unis, le cresson n'a jamais eu sa chance. Il a été relégué à une garniture, un brin vert sur une assiette élégante qu'on écarte pour atteindre le steak. Nous avons échangé la nutrition contre la durée de conservation. Nous avons échangé l'aliment chimiquement le plus complet de la nature contre un conteneur biologique d'expédition. Dans la prochaine partie, vous découvrirez exactement ce que cet échange nous a coûté et pourquoi certains scientifiques l'appellent maintenant la plus grande erreur nutritionnelle du XXe siècle. Partie 4. Ce que nous avons perdu et comment le récupérer. Quand nous parlons du régime moderne, nous parlons généralement de sucre, de graisses trans, d'aliments ultra transformés. Mais nous parlons rarement de l'absence. L'absence de densité nutritionnelle. Nous mangeons plus de calories que jamais dans l'histoire humaine, mais nous mourrons de faim de nutriments. Nous avons rempli nos assiettes d'aliments qui ont été cultivés pendant des générations pour la durabilité, la taille et la douceur, mais dépouillés des composés amers et complexes que nos corps ont évolué pendant des millions d'années pour désirer. Le cresson est riche en un composé appelé isothiocyanate de phénéthyle. C'est ce qui donne à la plante sa morsure piquante caractéristique. Dans les études de laboratoire, ce composé a démontré sa capacité à supprimer le développement de cellules cancéreuses. C'est un médicament puissant enveloppé dans des feuilles vertes. La laitue Iceberg n'a rien de tout cela. Elle est sûre, elle est fade, elle est vide. C'est la toile vierge parfaite pour les vinaigrettes transformées que nous voulons vraiment manger. Quand le CDC a publié cette étude explosive en 2014, les journalistes ont couru pour trouver les quelques agriculteurs de cresson qui restaient dans le monde. L'un d'eux, dont la famille cultivait le cresson dans les mêmes ruisseaux de craie depuis des générations, a simplement ri quand on lui a posé la question. « Nous disons cela aux gens depuis des années, a-t-il dit. Personne n'écoute. » Et puis quelque chose s'est produit qui révèle la véritable tragédie. La classe ouvrière victorienne n'avait pas besoin d'une étude du CDC. Elle n'avait pas besoin d'analyse de laboratoire ni de spectromètre de masse. Elle savait par expérience directe que le cresson maintenait ses enfants en bonne santé. Une botte pour le petit déjeuner délivrait plus de nutrition que n'importe quel autre aliment qu'ils pouvaient se permettre. L'Angleterre victorienne avait des chemins de fer qui transportaient le cresson du Hampshire à Londres en 4 heures. Les États-Unis modernes ont des entrepôts qui stockent les produits pendant 2 semaines avant qu'ils n'arrivent en magasin. Le système a complètement changé, et le cresson n'a pas changé. Il ne pouvait pas. La tragédie n'est pas que nous avons cessé de manger du cresson. La tragédie est que nous avons oublié pourquoi nous en mangions. Les Victoriens n'avaient pas de spectromètre de masse ni d'études gouvernementales, mais ils avaient une connexion profonde avec la Terre et avec leur propre corps. Ils savaient que quand ils se sentaient faibles, quand leurs enfants paraissaient pâles, quand l'hiver s'éternisait trop longtemps, ils avaient besoin du pain du pauvre. Ils ressentaient l'effet dans leur corps de manière immédiate et directe. Nous avons perdu cette sensation. Nous faisons confiance aux étiquettes nutritionnelles et aux campagnes de marketing millionnaires. Et parce que le cresson n'a pas de budget marketing et parce qu'il ne rentre pas parfaitement dans un contenant en plastique en forme de coquille, il reste invisible pour le consommateur moyen. Mais il y a un détail encourageant que presque personne ne mentionne. Le cresson n'est pas éteint. Les ruisseaux sont toujours là, coulant avec de l'eau froide et propre. La plante continue de pousser silencieusement dans les endroits humides et sauvages du monde. Vous pouvez encore la trouver dans les marchés fermiers ou dans les coins spécialisés des magasins gastronomiques haut de gamme.
Elle n'a pas l'air de grand-chose, c'est vrai. Généralement, c'est une petite botte chère enveloppée dans un élastique, ayant l'air un peu fatiguée et flétrie. Elle coûte 4 $ alors que la tête de laitue iceberg à côté coûte 2 $. Mais regardez au-delà du prix. Regardez au-delà des feuilles qui se fanent. Cette plante humble est une survivante. C'est un rappel vivant que le meilleur aliment n'est pas celui qui a l'air le plus joli sur Instagram, ni celui qui reste frais le plus longtemps dans votre réfrigérateur. Le meilleur aliment est celui qui lutte pour rester vivant, car cette vitalité est exactement ce dont votre corps a besoin. Le système a optimisé la mauvaise variable. Il a optimisé pour le camion, pas pour l'humain. Mais vous n'êtes pas un camion. Vous êtes un organisme biologique qui nécessite un carburant de haute qualité. Et le meilleur carburant sur Terre vous attend si vous êtes prêt à le chercher. Les systèmes optimisent pour ce qu'ils mesurent, pas pour ce qui compte. Nous mesurons la durée de conservation. Nous mesurons la transportabilité et le coût par kilo. Nous avons oublié de mesurer la nutrition, la densité en composés bioactifs, le potentiel de guérison. Le résultat est que le légume qui a obtenu 100 sur 100 est devenu un article spécialisé caché dans les coins des marchés fermiers. Pendant ce temps, le légume qui a obtenu 7 sur 100 est devenu le verre le plus consommé des États-Unis, empilé en pyramide brillante dans chaque supermarché. Ce n'est pas un échec du cresson, c'est un échec des métriques que nous avons choisi d'optimiser en tant que société. Le cresson n'a pas disparu parce qu'il était inférieur. Il a disparu parce que le système que nous avons construit mesurait les mauvaises choses dès le départ. La prochaine fois que vous serez dans le rayon des légumes, passez devant les pyramides de pommes brillantes. Ignorez les murs de laitue iceberg emballés dans du plastique. Allez dans le coin, trouvez le cresson de fontaine. Peut-être qu'il ne durera pas un mois dans votre réfrigérateur. Peut-être qu'il se fanera si vous ne le mangez pas rapidement. Mais c'est exactement le point. Il est vivant et il attend de vous aider à vous sentir vivant aussi. Si ce coffre-fort a ouvert vos yeux sur ce que nous avons laissé derrière, likez et abonnez-vous à Nature Cachée. Nous déterrons l'histoire que le monde moderne a tenté d'enterrer.